La conférence Est, aujourd'hui on fait un bilan des 15 équipes qui la composent après plus de 42 matchs joués, des déceptions aux plus belles surprises et aux confirmations. C'est parti, sans plus attendre, on va commencer par les Pistons de Détroit qui ont décroché 4 victoires et qui ont perdu 39 fois. C'est énorme, c'est historique, c'est désolant. On a Cade Cunningham qui réalise parfois des performances vraiment très impressionnantes, mais qui perd aussi beaucoup de ballons et puis qui n'a pas non plus un talent extraordinaire autour de lui. Moi j'aime bien quand même Jalen Duren, le jeune pivot qui réalise des doubles-doubles. J'espère qu'ils vont réajuster leur effectif pour éviter de finir vraiment en dessous des 10 victoires parce que ça en prend le chemin pourtant. Les 14e, ce sont les Washington Wizards pour 7 victoires et 35 défaites. C'est faible, ils ont perdu 9 matchs sur les 10 derniers, un peu comme les Pistons. Pourtant, je trouve que normalement, ils devraient avoir plus de meilleurs résultats, en sachant qu'on a Jordan Poole, champion NBA, qui est arrivé, mais qui a réalisé pour l'instant une saison assez catastrophique en termes d'attitude, de scoring. Moi je préfère largement les performances de Bilal Coulibaly, qui est peut-être une des meilleures raisons de regarder les matchs de Washington. On a Kyle Kuzma qui va probablement changer d'équipe, qui score. Il manque, comme l'an dernier, un Kristaps Porzingis pour équilibrer un petit peu l'attaque, parce que Daniel Gafford sous les panneaux c'est pas terrible du tout. Donc c'est un peu la soupe à la grimace, la magie est loin de Washington. En numéro 13 de la conférence Est, on a pour l'instant les Hornets de Charlotte qui réalisent une saison fort moyenne, voire mauvaise, puisqu'ils ont eu une grosse blessure de leur star LaMelo Ball. Ils ont fait revenir Miles Bridges qui a réalisé hors terrain des actes répréhensibles, plus que répréhensibles même. Et puis Brandon Miller, qui lui aussi a peut-être des petites casseroles, le rookie se débrouille, il est quand même très bien. Terry Rozier a été envoyé à Miami, ils vont sans doute retransférer Kyle Lowry derrière, qu'ils ont reçu en échange. Donc les Hornets, à mon avis, sont condamnés à rester dans les bas-fonds de cette conférence Est. En numéro 12, on a les Toronto Raptors qui vivent une saison de transition puisqu'ils ont échangé des joueurs importants, en l'occurrence OG Anunoby, Precious Achiuwa. Ils ont reçu Emmanuel Quickley et RJ Barrett en échange. Autour de Scottie Barnes, il y a des possibilités intéressantes. On a fait la place puisque Pascal Siakam a été envoyé du côté d'Indiana à l'achat de Bruce Brown. Est-ce que ça suffira pour accrocher le play-in? À mon avis, clairement pas. La dynamique n'est pas assez bonne. Il y a trop d'irrégularités. Et je pense qu'il manque aussi un poste 5 sérieux. Jacob Poeltl n'est pas l'homme de la situation, à mon sens. Donc les Raptors vont sans doute rester un petit peu en dessous de la 10e place pour le reste de la saison. En 11, on a les Brooklyn Nets. Alors je vais faire vite parce que je vous en ai parlé dans une vidéo récente qui parlait du match qui s'est déroulé à Paris. Les Nets, eux aussi, sont dans une période de transition. Ils ont un joueur en la personne de Mikal Bridges qui est capable de réaliser de belles performances, sauf que il n'est pas hyper bien entouré. On a des joueurs qui, je pense, font un peu la tête, du style Spencer Dinwiddie. On a des joueurs qui sont hyper forts dans un domaine comme Cam Thomas, qui est un scoreur incroyable, sauf que le reste, faire des passes, c'est compliqué. Nick Claxton reste un bon pivot, mais c'est pas non plus exceptionnel. Donc voilà, c'est une équipe qui est capable de remporter quelques matchs, mais qui va, à mon avis, continuer d'être dans les derniers de la conférence Est. Dans la zone du play-in, on a en 10 les Atlanta Hawks qui pour l'instant sont à 18 victoires, 25 défaites. Des rumeurs de transfert autour de Dejounte Murray et pas mal d'autres joueurs. La satisfaction de cette équipe, je trouve, c'est Jalen Johnson qui a complètement remplacé celui qui est parti au Utah Jazz, John Collins. À la baguette, on a toujours Trae Young qui réalise des performances importantes en termes de points marqués, de passes, et qui a des chances d'être All-Star cette année. Mais est-ce que ça suffira pour les Hawks? Vraiment pas sûr. Je ne les vois pas vraiment aller loin cette saison. En numéro 9, on a les Chicago Bulls qui vivent une saison avec 21 victoires et 24 défaites assez moyennes, mais pas catastrophiques. J'en veux pour preuve que quand ils ont eu sur la touche Zach LaVine, ça s'est bien passé.
On a eu l'émergence de Kobe White qui depuis son arrivée en NBA montrait des bribes de talent mais rien de très très sérieux. On a la confirmation que DeMar DeRozan reste un très bon joueur et puis pareil pour Nikola Vucevic. L'émergence de Patrick Williams un petit peu, André Drummond qui est capable de faire quelques performances dingues au rebond, Alex Caruso qui reste un joueur référencé en défense et j'ai envie de dire dans la circulation de balles. On verra s'ils sont actifs sur le marché des transferts pour faire un bilan un petit peu plus affiné. En numéro 8, on a une équipe qui réalise une belle saison, c'est le Orlando Magic avec 23 victoires et 21 défaites au moment où je vous parle. Autour de Paolo Banchero qui réalise seulement sa deuxième saison NBA, de Franz Wagner, l'Allemand qui a remporté la Coupe du Monde cet été. Ils ont un effectif qui est intéressant, avec des joueurs qui ont trouvé leur rôle. Je pense à Jalen Suggs qui était un joueur drafté numéro 5 et qui a peiné à trouver sa place en NBA. L'autre jour, je l'ai vu en défense. Il est impressionnant d'intensité, d'énergie, capable de vraiment pas lâcher son attaquant. C'est intéressant à voir. On a Wendell Carter Jr. qui est revenu de blessure. Jonathan Isaac aussi qui se montre de temps en temps. Et puis des joueurs de complément qui apportent des points. Il y aura peut-être des changements aussi dans cet effectif, mais c'est plutôt positif pour le Magic. En numéro 7, on a les Indiana Pacers qui viennent de réaliser un coup sur le marché dont je vous ai parlé, c'est l'arrivée de Pascal Siakam des Toronto Raptors et qui crée une alliance avec Tyrese Haliburton et puis aussi le pivot Miles Turner. Je trouve que c'est un trio intéressant qui est complété par des joueurs comme Nembhard, comme Bénédicte Mathurin sur le banc, Buddy Hield, je pense qu'il va être transféré vu qu'il lui reste peu de contrats. Donc intéressant. Les Pacers qui sont allés battre plusieurs fois, par exemple les Bucks, qui sont capables de faire tomber des grosses équipes, mais aussi d'encaisser beaucoup de points, puisqu'ils en marquent beaucoup, mais parfois ils prennent des valises également. Donc à suivre pour le reste de la saison. Une équipe sympathique, je trouve, ces Pacers. En numéro 6, nous avons le Miami Heat qui réalise une assez bonne saison avec 24 victoires, 19 défaites. Une saison à la Miami, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, on ne domine pas outrageusement la conférence. On fait ses matchs, on en grappille pas mal. On a un très bon joueur dessous, c'est Bam Adebayo. On a toujours aussi Jimmy Butler qui est présent, même s'il n'est pas flamboyant comme il l'a pu être en playoff, mais lui on sait qu'il se réserve plutôt pour les phases finales. Tyler Hero qui était blessé mais qui revient aussi bien. Et puis l'ajout de Terry Rozier récemment, je pense que ça peut être une bonne idée. D'autant plus que des scoreurs dans cette équipe, je pense que c'est important d'en avoir. Et récemment, ils ont retiré le maillot d'Udonis Haslem, le numéro 40, qui a passé plus de 20 saisons sur place et qui a été vraiment une figure de cet esprit de Miami qui se bat, qui s'accroche et qui est capable de renverser des équipes a priori plus fortes. En numéro 5, on a les New York Knicks qui sont sur 25 victoires, 17 défaites, mais notamment 8 victoires sur les 10 derniers matchs, avec, je pense, un échange dans lequel ils ont été gagnants. Ils ont fait venir un super défenseur de Toronto, OG Anunoby, et puis Precious Achiuwa. Ce sont des joueurs qui complètent bien cet effectif. On a deux stars, en la personne de Julius Randle, qui réalise encore une très belle saison, même si le début n'a pas été très serein, et Jalen Brunson qui confirme ce qu'on pressentait déjà l'an dernier, c'est que c'est le patron, le meneur capable de se muer aussi un petit peu en passeur. Donc moi je vois bien les Knicks progresser encore plus en cette deuxième partie de saison. En numéro 4, on a les Cleveland Cavaliers dont je vous avais parlé suite au match à Paris. Une équipe articulée, je trouve, complètement autour de Donovan Mitchell cette année, qui réalise des matchs impressionnants ces derniers temps, qui est sur une très belle dynamique comme les Knicks, 8 victoires, 2 défaites sur les dernières rencontres, 26 victoires, 15 défaites au total. C'est vraiment honorable pour cette équipe qui n'a pas été ménagée par les blessures, que ce soit Jarrett Allen, Evan Mobley et puis Darius Garland. Dans un effectif comme ça, franchement, ça aurait pu vraiment faire couler les Cavaliers beaucoup plus bas, mais non. Ils se sont bien maintenus, ils jouent à un rythme important, puis en confiance. Donc voilà, c'est une saison qui est correcte, et comme les Knicks, je les vois
continuer leur progression sur cette deuxième partie. En numéro 3, on a les Sixers de Philadelphie. Je vous en ai parlé récemment à l'occasion des 70 points de Joel Embiid contre Wemby. On a 29 victoires, 13 défaites. 7 victoires lors des 10 derniers matchs, donc de bonnes séries, de bonnes performances en dehors de Joel Embiid. Je pense à Tyrese Maxey qui, à mon avis, mérite d'être All-Star. On a également autour des joueurs vraiment solides qui seront des stars, mais sans être dans les tout meilleurs. Par exemple, Tobias Harris, Kelly Oubre Jr. Et puis après, un peu plus loin, on a Nicolas Batum qui apporte, à mon avis, mieux que PJ Tucker. Et puis c'est une équipe, je vous en parlais dès le début de la saison, qui a réalisé de bonnes opérations en se débarrassant de James Harden, en recrutant des joueurs expérimentés et qui vont très bien avec Joel Embiid. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent rêver de titre? Faudra voir s'ils arrivent à rester déjà en bonne santé et puis s'ils tiennent le coup psychologiquement aussi, c'est peut-être là qu'est leur point faible. En numéro 2, on a les Milwaukee Bucks avec 30 victoires et 13 défaites. Ça pourrait laisser dire que c'est une saison qui se passe vraiment bien, alors qu'en fait, il y a pas mal de soucis. Alors déjà, il y en a eu avec le jeune coach Adrian Griffin en début de saison qui a fait fuir un de ses assistants, Terry Stotts, avec, je pense, des désaccords à la clé. Et puis, il a été tout simplement licencié et remplacé assez rapidement par Doc Rivers, le coach des Celtics, qui est passé aussi par Philadelphie récemment, les Clippers, enfin bref, pas forcément la meilleure recrue en termes de coach d'après les spécialistes. Ça, on verra, ce qui fera du duo Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard, qui est quand même encore très très performant, même si Damian Lillard a eu des petits problèmes d'adresse, il reste un joueur vraiment très fort. Et puis on a toujours Chris Middleton qui assure quand même bien dans son rôle de troisième homme. Brook Lopez également qui est très fort en défense et à 3 points. On a un effectif qui est plutôt équilibré avec aussi Malik Beasley à l'arrière et puis toujours Bobby Portis en sortie de banc, prêt à donner de son intensité comme Pat Connaughton. Voilà, les Bucks, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, donc je ne vais pas plus loin. Bonne saison, mais intrigante quand même sur l'évolution, vu les remous qu'il y a eu déjà. Et les premiers de la conférence et de la NBA actuellement sont les Boston Celtics avec 34 victoires, 10 défaites. Alors dans les détails, c'est 14 victoires, 9 défaites à l'extérieur, 20 victoires, 1 défaite concédée face à Denver à domicile. Donc une équipe qui est vraiment de plus en plus sûre de sa force. Un 5 majeur qui joue beaucoup et sur lequel le coach Joe Mazzulla s'appuie pour faire mal aux adversaires, que ce soit Jason Tatum en option numéro 1, mais aussi Jaylen Brown qui avait signé un énorme contrat. Eux aussi, je vous en ai parlé, parce que je trouvais que c'était intriguant de voir assez rapidement que ça matchait bien entre eux. Ils n'ont pas connu de gros trous d'air non plus dans cette saison, c'est important. Kristaps Porzingis réalise une magnifique saison en termes de pivot, et puis Derrick White à l'arrière, Jrue Holiday qui est toujours efficace à la main, plus les remplaçants qui jouent plutôt bien leur rôle. Franchement, les Celtics sont impressionnants et se placent très très fort pour la victoire finale. Voilà, j'ai essayé de faire court parce que j'ai que 15 minutes pour l'instant sur YouTube en raison de mon nombre d'abonnés, mais ça va grimper et je vous fais confiance pour échanger avec moi en commentaire pour faire connaître la chaîne, et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur le Seigneur des Arceaux. Merci.